Dans respirer, m'a dit Goethe, il y a deux grâces. L'air qu'on s'incorpore et celui qu'on lâche. La peine que j'ai, moi, c'est à rendre l'âme que l'air m'a prêtée. J'oublie d'expirer. Et pour que j'y consente, il me faut au moins le calme d'un sous-bois, la nage ou l'obstination d'une course lente. Je suis né poumon, comme tout le monde, mais la grâce attendue tardait à venir, jusqu'au jour où, pour mieux m'entendre, j'ai marché mot à mot sur les pages, au hasard. Voilà que d'un seul coup, ça respirait tranquille. J'avais trouvé. Je continue. J'inspire. J'expire calmement sous le vent des paroles. C'est le début d'un poème de Ludovic Janvier, Dans la mer à boire. Et c'est vrai, on en rêve plus que jamais de respirer tout court, de sentir la grâce de l'air et la certitude de sa venue. On n'a qu'à prononcer ce mot d'ailleurs, respire, et c'est tout le paysage qui accourt, attirer, aspirer, espérer à l'appel de la langue. On avance dans un océan déjà élargi, selon la marée légère des poumons. Les proches et les lointains s'ouvrent par bouffées d'air les plus petites portes du corps. On est comme au balcon de soi-même, et le dehors viendrait presque se blottir en vapeur dans la bouche. On en rêve plus que jamais, on s'en parle, parce qu'une atmosphère franchement irrespirable est en train de devenir notre milieu ordinaire. Tout le monde le sait, tout le monde le sent. On manque d'oxygène, de santé, de paix. On manque de liens vrais, de justice et de joie. C'est presque devenu notre condition naturelle, la caractéristique d'environnement à peu près partout intoxiqué, notre condition politique aussi, traversée de violence et de mépris, notre condition psychique même, l'essoufflement qui découle de nos violentes fatigues, la tête dans le guidon, et de ce que ça coûte de s'ajuster à un monde en surchauffe, un monde où les crises se succèdent, roulent en avalanche, sans laisser le temps de reprendre haleine et d'ouvrir franchement la fenêtre aux poumons. Et la respiration, en ce sens, ce serait déjà le répit. Pause, pousse, comme disent les enfants, on respire, on s'offre des brassées de survie et l'on tiendrait presque plus sur la qualité de son souffle que sur ses jambes. Il est sans doute temps d'affirmer, comme l'a fait Achille Mbembe au début de la pandémie, un droit universel à la respiration. Et ce droit à la respiration, ce n'est pas uniquement le droit pour chacun de respirer dans des milieux dépollués, non, c'est le droit à une vie respirable, c'est-à-dire désirable, une vie qui vaut la peine, une vie à laquelle tenir. C'est le droit d'attendre beaucoup de la vie, l'espoir de fraterniser dans la respiration, l'espoir de détoxiquer nos quotidiens et qu'il y en ait qu'ils fassent pour nous détoxiquer l'espace, et l'espoir de respirer enfin avec les autres. Respirer avec, conspirer si vous voulez. Parce que pour respirer, il faut de l'air, c'est vrai, mais il faut surtout une qualité de lien, de paysage, d'avenir, beaucoup d'autres personnes avec qui respirer, en qui espérer, et qui puissent se respirer en vous. Il faut tout un monde en vérité. Respirer, ce n'est pas seulement maintenir son souffle, nourrir son organisme comme s'il vivait d'une petite vie séparée. Non, c'est participer à tout ce qui existe. Prendre l'air, celui qu'il y a, le laisser rentrer, et nez troué, comme nous le sommes tous, et puis le rendre
cet air, le redonner changé au monde commun, prendre part au vivre tout entier, donc y contribuer, et mieux ou pire, s'y compromettre, dans un échange qui tient très serré les fils nouant les corps à l'état réel des milieux de vie. Respirer, respirer tout court, on ne le pourra pas tout seul, en sorte que chacune, chacun, sent que par l'air qu'il expire, qu'il lâche, qu'il rend, l'air qu'il expire en buée, en déchets, mais aussi en gestes, en actes et encore en phrases, chacun, chacune concourt à produire ce qu'on appelle l'air du temps. Et je dis en phrases parce que personnellement, c'est aussi le soin pris à la parole et à ce qu'on s'y réserve les uns aux autres qui me donne plus ou moins à respirer. La façon dont la parole se répand dans le monde fait ses lignes entre nous et avec tout le reste, y met de l'air ou le pollue encore un petit peu plus, c'est ce qui me rend la vie respirable, c'est-à-dire très exactement fraternelle ou pas du tout. Peut-être d'ailleurs qu'on ne parle que pour respirer, peut-être qu'on parle uniquement pour que ce soit respirable, pour que ça le devienne. Moi, c'est pour ça, en tout cas, que j'essaye de pousser ma voix dans l'air. Et vous ne l'entendez pas, mais là, j'ai la grippe. Et vous ne le savez pas encore, mais parler, en effet, ça aide à respirer davantage. Quelques scènes qui nouent ces trois choses, la parole, la respiration, la vie, tout court. Première scène. Intégrée à un service de néonatalité, la psychanalyste Catherine Vanier a observé un nouage entre la respiration et l'acquiescement à la vie. Un bébé de quelques centaines de grammes avait été placé sous assistance respiratoire et quand son état a commencé à s'améliorer, l'équipe médicale a décidé de le débrancher, comme on dit, mais de laisser la machine fonctionner quelque temps à côté de lui pour qu'il continue d'en entendre le rythme, le souffle précisément, parce que c'est sur cette ventilation mécanique qu'il avait pu régler sa respiration. C'est à cette pulsation qu'il avait adossé son premier désir de vivre. Et la psychanalyste a alors demandé à la mère de l'enfant de lui parler pour qu'il décroche de la machine et qu'il s'attache à elle dans la vie, pour la vie. Il était important que la mère dise la vérité et qu'elle l'adresse à l'enfant pour le conduire vers la vie. Une parole fausse ou négligente ou inadressée n'aurait rien su faire. Et c'est très juste, la parole vraie, déposée dans l'espace qui à la fois nous sépare et nous conjoint, est aussi importante que l'air qu'on respire. On se respire dans la parole, on y survit, on trouve en elle la force de lâcher le fil qui retenait le ballon. Et il a fallu une autre psychanalyste pour souligner cette solidarité ou ce relais entre le souffle et la parole et oser cette formule, une psychanalyste américaine, une formule en anglais, mais c'est là qu'on entend le génie de la grammaire anglaise. Babies are spoken into life by doctors or mothers. Babies are spoken into life by doctors or mothers. Les bébés sont conduits dans la vie par la parole. Les bébés sont parlés jusqu'à la vie par les mères et les médecins. Cette manière de le dire a bouleversé l'enfant asthmatique que je fus, l'enfant asthmatique qui demeure et se souvient en moi de ce que ça coûte d'expirer. Loin de toute compétence, je me suis d'ailleurs souvent représenté l'asthme moins comme une difficulté à prendre l'air que comme un refus de le lâcher, d'accepter de le lâcher. On peine à l'expiration, comme mon camarade Ludovic Janvier tout à l'heure. On n'a pas confiance, on se demande si l'air reviendra, on essaye d'en garder un petit peu pour être bien sûr. Puis j'ai appris que l'expiration est toujours première, que l'acte d'inspirer dépend de la qualité de l'expiration. Ça ne consiste pas à
cracher de l'air, mais à se poser, se déposer, peser de tout son poids, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la performance autour de nos cabanes. Accepter sa propre pesanteur parce qu'on peut la confier à quelqu'un d'autre, à un support, sans que le repos ne se transforme en chute. Et alors l'inspiration qui suit, ce n'est pas une prise d'air, c'est tout simplement une ouverture au milieu ambiant. L'air est déjà partout. Il n'y a pas à le prendre ou à le tirer à soi, la vie reprend toute seule. Il y a quelque chose comme un rythme conversationnel dans la respiration. Inspiration, expiration, pour ainsi dire, question-réponse. Et dans ce rythme dialogué, le souffle porte la trace et l'avenir d'une relation, la possibilité d'un partage. Il fait signe vers une forme de dialogue, un dialogue pneumatique où la vie gonflerait comme un ballon et saurait se maintenir sous le vent des paroles. Voilà donc que la parole et la respiration se nouent à l'échelle d'un corps, dans l'événement, mais d'emblée partagé, de sa venue au monde. J'aime beaucoup entendre Barbara Cassin rappeler que la langue grecque appelait les vivants du beau mot de phos, qui vient de fuo, pousser, croître, comme fusis, la nature, un mot qui a un accent près et lorsque les accents n'étaient pas fixés, désignait aussi la lumière, et qui se rapporte à un troisième registre, le f de l'expire, du bruit que fait l'air quand on parle, du souffle signifiant qui sort de la bouche, du dire, donc phémi en grec. Où s'entend aussi le F de la fabula, du souffle et du souffleur, le H en pure expiration de l'hablar, phos, phota, donc les vivants. C'est lumineux, c'est allumé, c'est respirant qui tiennent et se tiennent par la parole. C'est physiologique en fait, on parle en expirant, on parle sur le souffle. Impossible de prononcer un mot sans exhaler en même temps. Voilà ce que dit une poétesse que j'aime beaucoup, Cécile Ménardi. Je souffle quand je dis faux. Et devant une bougie, ça l'éteint, ça éteint la lumière. L'expiration voulue, c'est la condition de la voix, c'est-à-dire aussi de la pensée expulsée, adressée, qui est une haleine structurée. La parole donne de l'air, un air appelé par le dehors. Et d'ailleurs, toute action, tout effort, lui aussi, s'accomplit à l'expire. On se lève, on soulève, les jeunes mamans le savent, on bouge, on chante, on lance, on projette, en expirant. L'inspiration prépare les mouvements, in, et c'est l'expiration qui les propulse, out, qui les porte au loin et tout devant. Il est frappant, il est beau que toute l'animation humaine, que toute la participation humaine soit liée à cet air qu'on lâche, qu'on relâche par les gestes, par la peau, par la bouche qui s'ouvre et parle, avec cet air qu'on donne au paysage et qu'on rend aux autres malaxé, transformé, plutôt qu'avec celui qu'on prend. L'actualité récente a souvent révélé, s'il en était besoin, quelque chose comme des états pourris de la parole, en même temps que du climat. Pourris à force de déliaison, d'inattention, de négligence, de mépris. Des états pourris de la parole politique, de la parole médiatique et de nos propres échanges, c'est-à-dire des phrases que nous mettons dans le monde et entre nous. Francis Ponge disait que la parole qui sort des bouches infectes avance dans l'espoir que nous nous tairons. Élection en URSS aujourd'hui. Mais une parole plus polissée, mais pleine de hauteur et vide de toute solidarité, falsifie, imprègne et intoxique, elle aussi, autrement, plus doucement, l'espace collectif. On pourrait d'ailleurs considérer le mensonge et tous les parlers faux comme des maladies respiratoires.
Il y a quelque chose, en effet, dans l'exercice de la parole qui peut participer directement de la contamination ou du soin des milieux de vie, de leur respirabilité. La parole exhalée, émise, fait ou défait la vie et les liens. La parole pleut, coule, éclabousse, percole, dans et vers le monde, pour le meilleur et pour le pire. Nos phrases parlent moins des choses qu'elles ne s'y mêlent, phrases trempées de réel et y transpirant en continu. Il se pourrait même que la parole soit l'une des régions les plus polluées de la planète, et cela aussi réclame un vrai réengagement. Et je dis pas ça pour faire croire que tout finit dans la parole ou aboutit à un beau livre, mais pour dire que c'est la parole qui finit dans tout, toujours dans l'oreille de quelqu'un, de même que l'air que l'on expire finit toujours dans une autre personne. Et la peur de contaminer les autres pendant la pandémie nous a fait éprouver ça. Que l'air qu'on expire finit toujours à l'intérieur d'un autre vivant. C'est pour dire donc que c'est la parole qui finit dans tout, qui se répand parmi nous, et qui peut donc aussi bien polluer encore un peu plus nos paysages que s'y composter et les irriguer. L'environnement, ça regarde en effet tout ce qu'on met entre nous et dans le monde, tout ce qu'on s'envoie, comme on dit, tout ce qu'on fait circuler, jusqu'à la manière dont on se parle, jusqu'à la manière dont on souffle et dépose dans l'espace commun la réalité de sa parole, qui peut, ou pas du tout, soutenir une co-respiration. Ce serait le désir de penser la parole elle-même comme un milieu partagé et vulnérable, une zone à défendre, la parole comme une ZAD, et à défendre dans l'exacte mesure où on la cultive et où on s'y retrouve. Le monde ne réclame pas de beaux discours, un sale discours aussi s'impose, mais il réclame que nous exercions pour de bon nos responsabilités de vivants parlants, que nous comprenions l'exercice de la parole comme une tâche atmosphérique, une responsabilité écologique à part entière, que nous parlions autrement du monde et dans le monde, entre nous et avec les autres. Et c'est en ce sens que peut-être on parle uniquement pour respirer. C'est une formule que je dois encore à un poète, Jean-Louis Giovannoni, dans un recueil qui s'intitule « L'air cicatrise vite », comme si l'air c'était un corps qu'on peut blesser, mais qui va se cicatriser rapidement, certes, mais qui est vulnérable. C'est pas seulement qu'on doit respirer pour parler, hein, j'y insiste. C'est que peut-être on parle seulement pour respirer. On se parle pour que ce soit respirable, pour que ça le devienne. Que la parole donc, c'est-à-dire la pensée et la vie qu'on met dehors, qu'on verse sur le sol, prenne la part qui lui revient dans le partage d'un milieu habitable et l'attention portée à l'immense besoin d'air et de sens qui se fait sentir un peu partout. On parlerait, et même parler nous ferait respirer. On parlerait, et même parler nous donnerait du souffle, du courage et du monde. Et je peux encore essayer de le dire en anglais. Breathe in, speak out. Speak out, ça veut dire prends la parole. Fais-toi entendre. Aujourd'hui, par exemple, aux environs de Lille, un groupe de femmes roms prend haut et fort la parole, donne de la voix pour dénoncer les conditions faites au quotidien des gens du voyage sur une aire de stationnement, enfin sur une aire qui leur a été dévolue pour installer leurs habitats à quelques dizaines de mètres d'une usine à béton, mais aussi d'une concasserie de briques qui crache ses poussières en continu, et au bord de champs de monoculture qui connaissent un épandage régulier de pesticides. Les petits-enfants ont de l'asthme, les plus âgés des infections pulmonaires persistantes. Ces femmes qui parlent donc pour respirer et pour faire respirer les leurs,
et qui parlent parce qu'elles pensent et parce qu'elles savent analyser leur situation, ont fait connaître leur lutte dans un documentaire intitulé « Nos poumons, c'est du béton ». C'est un de mes étudiants à l'EHESS, Jules Pérez, qui m'a fait connaître cette situation. Mais à cette parole de respiration, il faut, à l'autre bout du fil, la santé d'une écoute. Et la porte est étroite, parce que vous avez remarqué sans doute le seul fait de dire notre grand besoin d'air, ou de nous l'entendre dire, des fois ça nous suffoque. On s'époumonne à vouloir respirer, à avoir à le demander, et le rendez-vous de la parole, comme de la pensée, avec l'état intoxiqué du monde, suffit parfois à consumer les parlants. Ici, comme ailleurs, se défendre, c'est prendre le risque de s'épuiser encore un peu plus. Or, trouver à rendre les coups viendra forcément d'un corps vivant, c'est-à-dire d'un corps enfin respirant, qui cesse de s'abîmer. Je m'en suis rendu compte en écrivant ce livre, en fait, que documenter l'irrespirable, le partager, y réfléchir, espérer la grâce de la respiration, pendant un certain temps, ça m'a asphyxiée encore davantage. Et j'ai réfléchi à ça, au type de pensée, au type de parole, au type de partage qu'il faut pour que mettre en commun nos asphyxies ne nous étouffe pas encore un peu plus. Et c'est dans le travail de l'écriture, évidemment, et de l'adresse, que j'ai essayé de mettre de l'air même dans un paysage d'essoufflement collectif. S'asphyxier en réclamant de l'air, c'est ce qui est arrivé à plusieurs hommes noirs dans l'espace public. Quelques semaines avant l'apparition du Covid, George Floyd mourait après avoir suffoqué plus de 8 minutes sous le genou d'un policier. « I can't breathe ». Et la protestation du corps privé d'air est devenue le symbole de la lutte contre des violences policières croissantes, contre un monde qui se brutalise et qui veut s'appuyer et appuyer sur nos fragilités, où respirer se donne comme le cœur même de la vie qui palpite, son cœur à la fois organique et politique, et même, désormais, son slogan « On veut respirer ». Le cri de George Floyd n'a pas été écouté, n'a pas été considéré par le policier, mais sa parole a été reprise comme en relais. C'est elle qui a donné lieu au mouvement Black Lives Matter, initié par des femmes, là encore, au passage. Cette parole collective qui vient affirmer désormais, et comme l'a fait Achille Mbembe au début de la pandémie, un droit universel à la respiration, c'est une autre viralité. C'est quelque chose d'autre qui circule et qui vient en partie détoxiquer nos environnements. C'est en termes de respiration que se formule désormais l'exigence de justice sociale et l'exigence de justice raciale, une exigence qui s'est redéclarée crûment à l'occasion d'une pandémie qui attaquait le système respiratoire, mais qui a accentué aussi la distribution déjà très inégale des vulnérabilités. Et la respiration n'est pas aveugle aux couleurs. Le racisme pénètre jusqu'aux bronches. Dans un grand travail d'histoire des sciences, Lundy Brown a par exemple retracé l'aventure du spiromètre, un banal instrument de mesure de la capacité respiratoire qui s'est trouvé embarqué au XIXe siècle dans des dynamiques de discrimination. L'usage du spiromètre qui a autorisé à trouver aux hommes noirs qui étaient observés sans qu'on tienne compte de leur âge, de leur taille, de leurs conditions de santé, de leur situation de pauvreté d'esclaves récemment émancipés. Donc on se croyait autorisé à leur trouver un volume pulmonaire naturellement faible et par conséquent, je cite, une moindre vitalité et par conséquent, je cite encore, une moindre disposition à la liberté. Le spiromètre qui encore, récemment, dans les mines d'Afrique du Sud, a autorisé à imaginer une déficience respiratoire innée qui permettait d'exclure les travailleurs noirs des politiques d'assurance et de la reconnaissance
des maladies professionnelles. Pour définir la situation de l'individu colonisé, Frantz Fanon parlait d'ailleurs il y a 50 ans de ce qu'il appelait sa respiration observée, occupée. Et c'est en termes de réappropriation du souffle qu'il décrivait les luttes algériennes comme ce qu'il appelait une respiration de combat, avide d'air neuf, pour les luttes d'un peuple s'unissant dans l'espoir d'une nouvelle respiration collective. Alors vas-y, comme tu as toujours fait, en deux temps plus une pause, le temps de laisser venir le futur dans la bouche. Inspire, espère. Inspire, espère, ce sont deux mots que le poète Zéno Bianu a accolés dans un poème très rythmique et scandé adressé à un musicien, Albert Ayler. Inspire, espère, ça serait pour dire que dans la respiration, il y a l'air qu'on reçoit et l'espoir qui en vient ou qui devrait en venir, un accueil et un avenir, un appel et une délivrance sous le vent des paroles. Merci.